deep down, we're sliding without noticing our own decline. Alors j'appelle maintenant à me rejoindre sur scène Philippe Cahen. Voilà la petite zapette. Et ça va tout de suite switcher. Voilà, Philippe, c'est à toi. Parler de Big Data et dire que c'est formidable dans un lieu comme ça, c'est évident. Donc par nature, comme moi je suis prospectiviste, mon métier est d'offrir plusieurs possibilités à mes clients. La prospective n'est pas unique, sinon on est gourou. Moi, je ne suis pas gourou, donc j'offre différentes possibilités. Donc mon idée, c'est de vous montrer plusieurs choses qui sont du registre du Big Data, mais qui remettent en cause le Big Data. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut aller plus loin, c'est que le Big Data, l'exploitation du Big Data, c'est comme une pyramide. Et nous allons toujours vers le haut de cette pyramide, sauf que le haut progresse. Et on va voir pourquoi. Alors, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemple, là-haut, j'ai mis, c'est l'Holocène. Vous savez, l'Holocène, c'est le temps le plus global sur le temps géologique. C'est l'homme qui est dominé par la nature. La nature domine l'homme. Et l'idée est très simple. Ah, il y a un truc, alors je reviens en arrière. L'idée est très simple, c'est que dans l'Holocène, les armées de Napoléon se déplaçaient à la vitesse des armées d'Alexandre le Grand. C'est-à-dire en 21 siècles, il n'y a absolument aucun progrès. On va à la vitesse du cheval. Or, il y a un élément important qui vient ensuite et qui montre la différence, c'est l'Anthropocène. L'Anthropocène, si on veut donner ce nom d'époque géologique, c'est l'arrivée du moteur de la machine à vapeur de James Watt. James Watt découvre la machine à vapeur vers 1760-1780, donc un peu à l'époque de Napoléon. Mais les Anglais, eux, ont compris beaucoup plus rapidement que nous, Français, l'utilisation de la machine à vapeur. Et l'Anthropocène a duré un certain temps. C'est en train de se terminer aujourd'hui. C'est quoi? C'est l'époque de la machine à vapeur, c'est l'époque de la machine à charbon, c'est l'époque du pétrole, c'est l'époque du nucléaire. Et nous en sommes un petit peu au bout de cette époque. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais on arrive à Watson, l'ordinateur d'IBM, avec une chose dont vous avez peut-être suivi, dont vous allez entendre parler ces prochains jours, c'est la guerre des pétaflops. Alors, ce n'est pas des coussins qu'on s'envoie à la figure, les pétaflops. La pétaflop, c'est une unité de mesure de rapidité de l'information. Un pétaflop, c'est 1 million de milliards d'informations à la seconde. Les plus grands ordinateurs qui font 32 pétaflops, c'est des ordinateurs chinois. Et au mois de juillet, il y a un ordinateur qui fonctionne en Arabie Saoudite, qui rentre dans le top 10 des plus grands ordinateurs du monde. Donc il y a une bagarre, il y a une guerre sur la puissance des ordinateurs. Et Obama a décidé au mois de juillet que les États-Unis, qui ne sont pas intéressés à ce sujet, allaient s'y intéresser. Donc on est effectivement dans le temps de la puissance et de la rapidité. Juste pour Obama, je crois que la réponse doit être donnée au mois d'octobre, dans ces jours-ci. Quel est le plan que vont suivre les États-Unis sur un laps de temps de 5 ou 6 ans pour atteindre 1000 pétaflops. Je vous disais que les plus gros ordinateurs actuellement, c'est 32 pétaflops, des ordinateurs chinois. Pour les Français, c'est 2 ou 3 pétaflops. Donc c'est ça, le Robocène. Le Robocène, c'est une époque où la machine domine l'homme. Alors, est-ce que c'est la réalité? Bon, dans l'Holocène, il y avait aussi... Là, c'est aussi, ici, dans l'Anthropocène, ces usines qui fabriquent des tracteurs. Et puis, je vous présente ça, parce que c'est aussi du registre du Robocène. C'est un immeuble de Vincent Calbeau qui est en construction au Caire. Alors, pourquoi cet immeuble mérite d'être présenté là? Parce que Vincent Calbeau est un prophète, et comme nul n'est prophète dans son pays, il ne travaille pas en France. Il travaille dans le monde entier. Et dans le monde entier, on voit ce genre d'architecture qui se développe. Là, on est au Caire. Ce n'est pas une des villes les plus riches du monde, même s'ils viennent de découvrir un gisement de gaz absolument gigantesque au large de l'Égypte, qui en fera un gros producteur de gaz, un exportateur.
Ça, c'est un immense bâtiment fait selon des principes qu'on voit en Égypte, c'est-à-dire qui amène de l'air purifié et qui amène un jardin au centre de la ville. Et cet immeuble-là fonctionne, bien sûr, avec toute l'informatique qui est nécessaire. Comment est-ce qu'on arrive à ça? C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à un monde où nous étions dans un monde à 90% agricole, qui passe dans une époque, dans un stade de l'industrie avec l'Anthropocène, et aujourd'hui on est dans le Robocène. En fait, on est dans un monde de plus en plus cultivé. Ça, c'est une donnée qui est très impressionnante. C'est-à-dire que vous regardez la France, on dit oui, le baccalauréat a été créé sous Napoléon, je crois. Aujourd'hui, il y a 40 ans, 20% des gens avaient le bac. Aujourd'hui, c'est plus de 80%. Ben, c'est la même chose dans l'ensemble des pays. Prenez ne serait-ce que la Corée du Sud. Au lendemain de la guerre, dans les années 50, au moment de la guerre de Corée, la Corée du Sud était l'un des pays les plus pauvres au monde. C'est aujourd'hui l'un des plus riches. Singapour, la même chose. Donc tous ces pays forment des gens et qui donc ont de plus en plus de diplômes. Classiquement, on a le secteur primaire. Le secteur primaire, c'est l'agriculture, les mines et la pêche. Bon, ça, c'est ce qui occupait donc au niveau de l'Anthropocène 90% des gens. Et puis, on a le secteur secondaire qui s'est développé avec l'Anthropocène. C'est-à-dire l'industrie, les cols bleus, ce qu'on appelait les cols bleus. Les cols bleus ont eu un maximum de 40% des employés dans l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont de l'ordre de 25-26% comme l'Allemagne en col bleu. En France, on est plutôt à 15-17%. Et c'est un petit peu une de nos faiblesses. Et puis, il y a le tertiaire. Le tertiaire, c'est les cols blancs. Aujourd'hui, le tertiaire en France, c'est grosso modo 80%, 75-80% des salariés. Quelque part, ça ne veut rien dire. Donc, on arrive à un monde de plus en plus créatif par rapport à cela. On a ce monde tertiaire de cols blancs. Or, à l'intérieur des cols blancs, on a des gens de plus en plus spécialisés qui viennent en complément des entreprises. Une entreprise ne traite pas des problèmes de droit des marques, elle utilise des avocats à l'extérieur, elle utilise des agences de publicité à l'extérieur, des bureaux d'études, des conseils en informatique, etc. Moi, c'est ce que j'appelle le quaternaire. C'est-à-dire que c'est toute une activité qui n'est pas traitée directement, c'est une sorte de tertiaire, qui n'est pas traitée directement par les entreprises elles-mêmes, productrices, mais par des partenaires extérieurs. Et puis, on rajoute aujourd'hui le quaternaire. Et le quaternaire, ça correspond exactement à cette idée de ce monde de plus en plus cultivé, de plus en plus créatif ici. Le quaternaire, c'est quoi ? C'est l'addition de l'ensemble des bureaux de R&D d'une entreprise, l'ensemble des universités et l'ensemble des créateurs qui travaillent à l'extérieur. Tout ce qui est le design, la création, le cinéma, etc. Il n'y a pas d'entreprise sans art, sans culture. Dès qu'on fait l'histoire d'une entreprise, une entreprise marque son époque parce qu'elle a des éléments de culture. Et ces éléments sont de plus en plus importants. On pourrait dire, alors, juste cette notion-là de quaternaire, je l'avais théorisée, mais aujourd'hui, enfin depuis mars 2014, les États-Unis l'ont rentré dans leur PIB. Quand ils font le calcul de PIB, ils mettent à part ce quaternaire, je ne sais pas comment ils l'appellent, comme ils avaient fait précédemment, ils avaient introduit l'informatique, non pas comme une charge, mais comme une ressource. Ce n'était pas simplement une dépense, ils l'ont mis comme ressource, et on voit effectivement aujourd'hui, un logiciel vaut de l'argent. Même chose ici au niveau de la culture. Si on veut, en France, on a quelque chose qui ressemble à ça, ce sont les pôles de compétitivité. Les pôles de compétitivité regroupent classiquement les départements de R&D dans les entreprises, les universités, et, pas encore assez à mon sens, des gens de culture, de design, de chant, de danse, de tout ce qu'on veut, qui apportent des éléments en fait, qui sont importants pour l'entreprise. Et là, on entre dans le fait que la créativité, l'émotion, est un élément important de l'entreprise.
Donc on a par là des entreprises plus agiles. Si je reprends le même schéma, pardon, je prends des coups de froid en ce moment. Si je reprends le même schéma par rapport à l'évolution des entreprises, grosso modo, 70% des entreprises sont des entreprises 2D. Des entreprises qui ont un système, qui exploitent leur système. Je ne vais pas faire plaisir à certaines personnes peut-être ici, mais tant pis. C'est Microsoft. Et encore, Microsoft est une entreprise qui essaie de se sortir du fait que c'est une entreprise que j'appelle 2D. On serait content d'avoir le bénéfice de Microsoft. Je crois qu'il y a 60 milliards de dollars dans les caisses. Donc c'est une entreprise qui n'a pas de souci. Ce n'est pas un aspect négatif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Microsoft est une entreprise qui a raté Internet, qui a raté le portable, qui a raté d'autres choses, et qui a du mal à se sortir du fait d'avoir manqué, parce que c'est un état d'esprit général de l'entreprise où on est dans l'exploitation d'un système, donc en 2D, on exploite un système et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors on peut penser que Windows 10, d'après les premiers échos que l'on a, est enfin en train de sortir. Alors peut-être que c'est le changement d'un homme, ça arrive parfois, le changement d'un homme aide à changer la culture d'une entreprise. Donc voilà pour Microsoft, et puis qui se développe aussi dans le cloud, département qui n'existait pas il y a une dizaine d'années et qui est en train de se développer de manière très positive. L'entreprise 3D. L'entreprise 3D, c'est l'entreprise qui a son système et qui a un volume, c'est-à-dire qu'elle exploite complètement ce système, et je mets Apple là-dedans. Grosso modo, c'est 20% des entreprises. Autant Microsoft, si on veut, l'entreprise 2D, c'est 2 pieds dans le présent. On sent que Microsoft sort un pied actuellement. Autant l'entreprise 3D, c'est l'entreprise qui a un pied dans le futur et qui commence presque à avoir la tête dans le futur. Apple, c'est un peu cela. C'est-à-dire que quand on demande, j'avais défini cette idée-là il y a 5 ans, lorsqu'on dit « mais comment vous voyez Apple dans 5 ans ?» on ne sait pas trop le dire. On sait qu'il y a là je crois que c'est 160 milliards de dollars dans les caisses, donc il n'y a pas de souci d'argent. Mais on ne sent pas trop, est-ce que, d'ailleurs tout le monde se disait, est-ce que la Watch va être quelque chose de formidable? Est-ce que la car d'Apple sera quelque chose de formidable? On ne sait pas trop. On n'arrive pas trop à sentir toutes les démarches qui sont là-dedans. Passons à l'entreprise 4D. Et là, cette entreprise 4D, elle est typique de ces gens qui sont de plus en plus cultivés, ce que je disais tout à l'heure, et qui sont de plus en plus créatifs. C'est Google. Classique de dire ça, c'est Google. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui consacre 1/5 de son temps à la recherche. Vous connaissez ça par cœur, on en parle tout le temps. C'est une entreprise qui a un pied et la tête dans le futur. On en est au 3D. Et c'est une entreprise dont on dit qu'est-ce que sera Google dans 5 ans ou dans 10 ans. Chacun est capable de mettre plein d'hypothèses, mais de manière claire. Pas pour Apple, où on a quelques hésitations. On a d'ailleurs l'impression qu'ils vont faire l'Apple Car parce qu'il y a la Google Car. Eh bien, ça, c'est l'entreprise qui, avec son pied dans le futur, travaille dans le temps. Alors, on me dit souvent, mais oui, mais alors les entreprises françaises, on peut vous faire la même démonstration avec la distribution. C'est Carrefour, c'est Leclerc et c'est Auchan. Non pas les hypermarchés, mais le groupe Auchan. Si vous avez à travailler avec le groupe Auchan, vous avez des gens qui sont toujours en train de travailler, un pied dans le futur, la tête dans le futur, qui font des exercices de vision. Toutes les enseignes d'Auchan, et même à l'intérieur des enseignes, les marques d'Auchan, font des exercices de vision. Systématiquement, ils se posent la question, qu'est-ce qu'on va être dans 5 ans? Et puis Auchan, l'association familiale Mullier, a de nombreux investissements sur le futur. Eh bien, c'est là. C'est là où on est sur des entreprises plus créatives et agiles. On voit qu'il y a différents types de création d'entreprises qui se développent de cette manière-là. Et puis, il y en a un 5e, c'est l'entreprise 5D. Alors, l'entreprise 5D, j'ai mis là, c'est l'espace. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile à saisir. C'est tout ce qu'on appelle, bon, admettons, on va appeler ça les startups. C'est-à-dire, ce sont des groupes de personnes qui ont des idées, qui vont créer des produits. Ça marche, une fois sur 100.
En tout cas, ce sont des groupes qui sont nécessaires. À l'intérieur des entreprises, et j'y étais ce matin chez ICAD, on accueille ces entreprises 5D, c'est-à-dire ces entreprises collaboratives, ces startups, etc. On les intègre, on les accepte à l'intérieur des groupes parce que c'est pour ça que j'ai mis cette notion d'espace, ce sont des unités libres, des entités libres qui vont de droite et de gauche, qu'on n'arrive pas tellement à cerner quand on bosse dans une entreprise classique et qui apportent du sang neuf. C'est ça qui est le résultat de ce monde de plus en plus cultivé et de ce monde de plus en plus créatif. On a quitté l'algorithme de base. Alors pour ça que je dis, du haut de ces pyramides, l'homme vous contemple. Si vous avez vu le film Her, j'espère que vous l'avez vu, ce film Her, vous savez, c'est le logiciel de traitement de l'ordinateur, de Spike Jonze. Le logiciel de traitement de l'ordinateur, ce jeune homme-là, je crois que c'est Joaquin Phoenix, il sort de sa boîte et il s'emmerde un peu. Il dit oui, je vais... Bon. C'est une voix de femme, Scarlett Johansson. Magnifique, absolument érotique. On ne la voit pas, on n'a affaire que cette voix. Et elle parle avec Spike Jonze. Aux 2/3 du film, la voix dit « Stop ». Moi, je m'arrête à l'émotion. Moi, je suis un algorithme qui comprend ce que vous allez faire. Je peux faire du prédictif, mais je m'arrête à l'émotion. Eh bien, c'est intéressant parce que vous avez un film aussi sur les émotions qui est sorti. C'est un film de Walt Disney qui s'appelle Vice Versa. Même chose dans Jurassic World. Jurassic Park ou Jurassic World. Au début du film, le propriétaire de Jurassic World, un Indien, dit à la directrice de... Alors, comment ça va? Comment sont les... Je sais pas quoi, comment on appelle les bêtes qui sont à l'intérieur du parc? Elle dit, bon, ça va, j'ai tant et tant de visiteurs, on est en croissance. Non, mais comment les animaux se sentent? Ça a l'air d'aller. Non, mais est-ce que vous avez regardé leurs yeux? Et là aussi, on est dans l'émotion pure. C'est-à-dire qu'on est dans un univers où on a créé des animaux et la personne va jusqu'à la gestion. Le propriétaire dit, c'est ça qui est intéressant, est-ce que vous allez dans leurs yeux, est-ce que vous allez dans leurs émotions? Or, c'est ça qui est important. L'homme n'est pas un algorithme. Alors, oui, il moque. L'homme n'est pas un algorithme. On est passé du quotient intellectuel au quotient émotionnel. L'époque de l'Anthropocène est caricaturale du quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, c'est la puissance de réflexion d'une personne. Quelle est sa puissance de réflexion? Quelle est sa puissance de connaissance? Quelles sont les masses d'informations qu'elle a enregistrées? Et si on va s'exercer sur son QI, eh bien, on peut s'exercer pour améliorer son QI. Or, au travers de ce film de Spike Jonze, au travers de ces différents exemples, on voit que le côté émotionnel apparaît dans la créativité, etc. Et là, qu'est-ce que c'est que l'émotion? C'est la faculté d'adaptation, non pas l'intelligence, mais la faculté d'adaptation à son environnement et aux autres. Or, le QE, le quotient émotionnel, est de plus en plus important aujourd'hui. Si on cumule des QI dans une entreprise, on arrive à une entreprise sèche, magnifique, mais sèche. Il faut compléter par ce qu'on a vu tout à l'heure, le quaternaire, c'est-à-dire la culture, la recherche, le développement. Qu'est-ce que c'est qu'une recherche qui fonctionne? C'est une recherche dans laquelle des découvertes vont se faire par hasard. La moitié des découvertes sont des fruits du hasard, ce qu'on appelle la sérendipité. Il faut laisser aller l'intuition. L'un des produits les plus connus comme étant un nouveau produit, c'est le Viagra. Le Viagra est une découverte par hasard. On bossait sur l'angine de poitrine et on a remarqué que ça faisait bander. Mais c'est ça, c'est totalement par hasard. En conclusion, ça marche. En conclusion, bien sûr, le big data est puissant. Mais il ne faut pas travailler qu'avec le big data. Et comment détecter ces forces
et ses limites, c'est-à-dire les signaux faibles qui existent. C'est juste ce que je voudrais un petit peu vous détailler. Je vais vous donner 3 exemples. D'abord, vous expliquer les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est quoi? Ce qu'on voit sur la mer, ce qu'a vu le Titanic, c'est un iceberg. Il a vu le dessus, il n'a pas vu le dessous. Le dessus, c'est ça, le premier signal faible au niveau 1, le niveau le plus basique. Si je lis un journal, si je lis les Échos, il y a 1000 informations, il y a 1000 signaux faibles. Ce sera l'équivalent du dessus de l'iceberg. Ça, c'est le niveau 1. Le problème, c'est le dessous. C'est 90% des signaux faibles. Signal faible, c'est un fait paradoxal. C'est cet iceberg. Un fait paradoxal, c'est-à-dire qui est contre la doxa. C'est vrai que quand on voit que la doxa, c'est la pensée commune, on comprend mieux que ce que signifie paradoxal. Paradoxal, contre la doxa. Eh bien, ce signal faible, c'est-à-dire ce premier signal faible au premier niveau, cet iceberg, il aboutit à une réflexion où on trouve plusieurs signaux faibles qui sont au niveau 2, qui sont sous la mer. 90% de l'information, il faut la chercher. On nous a montré 10%, il faut chercher les 90%. Ben, ce n'est pas compliqué. Il faut un peu creuser. Alors, ce n'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Et là, on a des informations qui ne sont pas forcément rationnelles. Et là, c'est pour ça que là, je voudrais vous présenter 3 conclusions. La première, c'est celle-ci, l'affaire Volkswagen. L'affaire Volkswagen, c'est une ONG qui a découvert le poteau rose. Ça, c'est un article des Échos. C'est une ONG qui découvre le poteau rose. Et c'est une ONG qui faisait une étude pour prouver que le diesel ne polluait pas. Vous voulez le prouver? Alors, ils ont fait des tests. Ils ont dit, mais ça déconne, les mecs, ça ne marche pas. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un algorithme de travailler qui était trafiqué. Et c'est le premier point qui est important, c'est à l'extérieur que les choses se passent. C'est à l'extérieur de votre entreprise qu'il y a la véritable concurrence, c'est-à-dire à l'extérieur de votre marché. Ce n'est pas dans notre marché qu'il se passe quelque chose. Le jour où votre collègue est devenu un concurrent, ou le jour où votre concurrent plutôt est devenu un collègue, vous avez raté une étape. Il faut aller plus loin. C'est à l'extérieur qu'il se passe des choses. La deuxième chose, c'est une faculté d'adaptation personnelle. Je suis désolé pour l'image qui va venir, tellement elle est d'actualité, mais je l'ai préparée le 30 septembre. Je vous les ai envoyés avant, je les ai envoyés là. Il y avait dans le même numéro des Échos, le patron de Ryanair qui dit « Moi, je peux me permettre de racheter Air France ». Bon, dans les pages intérieures, il y avait les fins des négociations sans grand espoir d'accord chez Air France. Ryanair, ce type, il nous a bien fait marrer dans les années 80 quand il a démarré, avec son aéroport à Beauvais. Sauf qu'aujourd'hui, il peut racheter Air France. Il n'y a aucun souci. C'est la plus grosse compagnie européenne et c'est celle qui gagne le plus d'argent, qui a le plus grand nombre de passagers. Non seulement ça, ils sont même plus gros qu'EasyJet, mais ensuite, en plus, ils sont en train de bouffer la clientèle professionnelle. On est d'accord tous, quand on en prend un avion EasyJet ou Ryanair, il y a beaucoup de chemises blanches et de cravates. Alors qu'on avait comme idée que c'était des sacs à dos et des bermudas. Donc on s'est planté. Voilà une entreprise qui a une faculté d'adaptation permanente. Or, cette adaptation permanente, elle ne vient pas de Big Data. Justement, où elle vient d'un Big Data, mais je reprends mon image de la pyramide, elle vient du sommet. Et ce sommet, il faut aller le chercher. Il faut sans arrêt le courir pour le chercher, le conquérir. Et le troisième point, c'est face au tsunami digital, les vieux médias font la résistance. Là aussi, c'est un article de la semaine dernière. Les 3 sont de la semaine dernière. C'est-à-dire que la pub à la télé, elle tient bon. La pub sur Internet, ben, c'est en train de stagner. Les doutes sur le e-commerce, ils sont quand même assez importants. Nous, ne répétez à personne, mais regardez les chiffres de la FEVAD. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des pourcentages. Et le plus gros client de la FEVAD, le plus gros acteur de e-commerce en France, c'est Amazon.
Cdiscount, banque privée, SNCF, gagné. C'est la SNCF. Jusqu'à présent, on ne comptait pas les billets de chemin de fer dans le chiffre d'affaires du commerce français. C'est plus de 10% du chiffre. C'est quand même beaucoup pour une activité qui, a priori, n'est pas traditionnelle du commerce. Et là, c'est une preuve de modestie. C'est-à-dire, cette modestie qu'il faut avoir en se disant « la presse papier, c'est mort », ben, la presse papier, c'est pas mort. Les livres, c'est mort. Ben, les livres ne sont pas morts. Actuellement, aux États-Unis, les e-books baissent. Alors, ça ne veut pas dire que ça baisse pas. C'est en train de remonter, mais ça ne va pas rebaisser après. Ça veut peut-être dire que la forme des e-books ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attend. Ça veut peut-être dire que la presse sur Internet est en train de se modifier et que la presse... Non, ça veut dire qu'il faut une certaine modestie dans tout cela. Donc ma conclusion, il faut vraiment observer l'extérieur de nos activités. C'est important parce que c'est là où il se passe des choses qui sont en train de nous faire bouger, y compris d'ailleurs dans les DRH. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur. Deuxièmement, il faut s'adapter en permanence dans une entreprise. Et puis troisièmement, il faut avoir une certaine part de modestie, ce qui est qu'on oublie un petit peu au travers des big data, puisque l'algorithme, lui, nous emmène quelque part. Sauf que n'oubliez pas une chose, ce qui est important par rapport au métier de prospectiviste, l'algorithme, il est construit sur le passé. Même s'il est prédictif du futur, il est prédictif de la continuation du passé. Il n'est pas prédictif d'une rupture qui sera future. Or, cette rupture, j'espère vous l'avoir démontré, eh bien, elle est dans ce coin ternaire, dans l'introduction de la culture, la R&D dans les entreprises. Et tout ça, c'est une affaire d'hommes, pas simplement d'ordinateur. Voilà. Merci Philippe. Alors, avant de prendre éventuellement quelques questions, ta conclusion là me fait vraiment réagir parce qu'en préparant cette journée et en découvrant Francis Pisani dans un numéro spécial de Oui Demain, qui est une revue que j'adore, il y avait un article justement sur ta conclusion. Et tu peux la rappeler, juste ta conclusion? Si tu peux juste la répéter. Je vais la répéter. Il faut toujours observer l'extérieur de l'entreprise parce que c'est là où il y a ce qui va nous gêner demain. Il faut s'adapter au marché en permanence. Et troisièmement, il faut être modeste. Et tout ce qui sera le changement, c'est à l'homme qu'on le doit, parce que l'algorithme, c'est la continuation du passé, voilà. Mais ce n'est pas la création du futur. Alors la continuation du passé, en fait, c'est là-dessus que je voulais réagir. C'est qu'en fait, le big data, dans l'article que j'ai pu lire, certains spécialistes prétendaient qu'en fait, on ne prédit pas nécessairement l'avenir, on se base effectivement sur des choses passées, et que l'homme n'était pas si bizarre dans ses comportements, finalement, il était prévisible. Il n'était pas si imprévisible que ça. Parce que très souvent, on oppose l'homme à l'algorithme. On dit finalement, et les recruteurs qui sont présents ici et qui étaient présents l'an dernier, qui avaient été secoués par Laurent Alexandre, le disaient eux-mêmes, finalement, l'instinct humain reste essentiel, mais on s'aperçoit finalement que l'homme, quelque part, a une forme de prévisibilité, je ne sais pas si je peux me permettre le néologisme, mais que, du coup, quand on est dans le prédictif, on se base sur des événements passés pour prédire l'avenir, mais avec une certaine probabilité quand même, parce qu'il y a des choses, je ne sais pas si vous avez tous vu Minority Report, sans doute, et c'est Precog qui était dans un espèce de liquide et qui permettait à Tom Cruise, qui jouait avec des écrans, comme j'ai essayé de le faire ce matin avec la Kinect, pour déterminer quel était l'auteur du futur crime, et notamment le sien, qui allait venir, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des polices déjà aux États-Unis, en Italie, qui utilisent un petit peu les datas, et qui interviennent à Los Angeles, à New York, je ne sais plus où en Italie, et qui, à partir d'un certain nombre de données et des corrélations entre ces données, on s'est aperçu, notamment, je crois que c'est en Italie, que les jours de match de foot, quand il pleut, dans certains quartiers, il y a davantage de crimes et de délits. Et du coup, les polices, les patrouilles se font dans ces quartiers-là, et ils arrivent à arrêter, avant la commission d'un délit ou d'un crime, les personnes qui allaient le commettre. Alors, ils ne sont pas encore jusqu'au stade, qui n'arrivera sans doute jamais, et qui relève de la science-fiction, d'identifier la personne qui va commettre, mais ils ont pu adapter leur patrouille par rapport à ça.
et avoir des résultats concrets d'arrestation de personnes qui allaient commettre quelque chose. C'est quand même assez hallucinant. Alors tu parles de rupture, on a compris ton sujet, mais de montrer à quel point finalement, contrairement à cet a priori, l'homme n'est pas si imprévisible que ça, et qu'il y a des schémas qui se répètent. Oui. Comment tu réagis par rapport à ça? C'est-à-dire qu'on va le plus loin possible. Ça, c'est intéressant, parce que là, les flics vont circuler dans le quartier de la ville. Exactement, où on pense qu'il va y avoir des crimes. Le truc, c'est que, par exemple, la semaine dernière, il y a eu un congrès mondial des transports à Bordeaux. Eh bien, là, on est allé au bout de la démarche. Et le bout de la démarche, c'est quoi? C'est de dire, on va voir des véhicules autonomes. Or, il faut aller plus loin. Si on a des véhicules autonomes, on a des véhicules sans conducteur. Parce que, donc, si moi je vais dans un véhicule sans conducteur, c'est comme quand je vais dans un taxi. Je ne mets pas les mains sur le volant. Si je mets les mains sur le volant, il est à moi. Si je ne mets pas les mains sur le volant, il n'est pas à moi, le véhicule. Donc, je change toute l'industrie automobile. Et la législation, la réglementation. Alors, la législation, l'histoire de l'assurance. Qui sera responsable en cas d'accident? Ça ne tient pas debout. Sur une voiture autonome, il y a 8 caméras tout autour, au minimum. S'il faut en mettre à 20, on regarde les 20 caméras qui seront branchées directement chez l'assureur, qui les gardera pendant 15 jours, 10 jours, je ne sais pas quoi. Et on verra exactement ce qui s'est passé. Les 3 millions de kilomètres qu'a fait la Google Car, elle a eu 6 accidents créés par des humains. À chaque fois que c'était l'homme qui reprenait contact de la voiture. Mais pas du tout. Or, si on veut aller plus loin et qu'on a des véhicules autonomes, il y a un véhicule qui a été présenté qui est une sorte de petit wagon. Oui, tout à fait. On met ces wagons l'un derrière l'autre et éventuellement on ouvre les portes de l'un à l'autre, mais on remplace le train. Donc à quoi ça sert de poser des rails? Ces véhicules existent déjà dans certains parcs d'attractions. Oui, c'est ça. Sauf qu'on va aller beaucoup plus loin. Bien sûr. Donc on va aller beaucoup plus loin rapidement et on va se dire, oui, mais ça veut dire que moi je dis, ça ne sert à rien de mettre des rails. On lance le LGV Bordeaux-Toulouse, mais ça ne sert à rien. On massacre le paysage, on va mettre des rails qui vont casser la nature, alors que si on a une autoroute, on consacre une voie à des véhicules autonomes, on a quelque chose de beaucoup moins cher, beaucoup plus souple. Mais ça, on n'en a pas émis. C'est-à-dire, moi, je dis c'est la fin du rail, en fait. Ça ne sert à rien de créer des voies de chemin de fer et de construire le Grand Paris avec des rails, alors que dans les tunnels, on pourrait avoir des véhicules géoconduits. Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule géoconduit? C'est un véhicule où Waze dit à notre véhicule automatique, parce qu'elle est automatique, notre voiture, dit comment on va aller. Donc tous les instruments sont là. C'est très rapidement mis en place. Donc c'est là où, dans la logique humaine, on est sur la voiture autoconduite, mais il y a une rupture qu'on n'ose pas franchir, qui est de dire mais on n'a plus besoin de la conduire, donc la voiture rentre dans un système autonome. Et ce sont ces ruptures-là qu'apporte l'homme. Tout à fait. Bah, heureusement qu'il apporte encore quelque chose. Alors, on va prendre juste une question ou deux, et puis après, c'est la pause, le tea time. Ici, est-ce qu'on peut apporter un micro au 3e rang? Merci. Merci. Bonjour, Sébastien Cobu, Société Volt. Quant à l'Internet des objets et la rupture que vous évoquiez à l'instant, Jérémy Rifkin, dans son livre « La nouvelle société du coût marginal zéro et de l'Internet des objets », fait référence à la 3e révolution industrielle qu'on est en train de vivre, et qui est celle des communaux collaboratifs et de l'Internet des objets. Et il prend la thèse qu'on va développer 3 Internets, l'Internet de la communication qu'on connaît déjà, l'Internet de l'énergie et l'Internet de la logistique. Et il parle beaucoup de sujets de rupture que vous évoquez ici. Et je pense que très pragmatiquement, on est face à un décalage entre une réalité juridique aujourd'hui, une réalité fiscale aujourd'hui, et on le voit dans le conflit entre les taxis et Uber, c'est l'exemple parfait. Et donc on risque de vivre un décalage de 10 ans ou de 15 ans, où il y a donc un décalage juridique et fiscal entre ce que le big data, ce que l'Internet des objets va nous amener, et notre futur potentiel. Comment est-ce qu'un prospectiviste comme vous imagine cette transition entre une société du passé et une société du futur? Bon, je ne m'embête pas avec la transition. Je pense qu'il y a des choses qui vont à des vitesses qu'on ne connaît pas. Ou ça ira très vite, ou ça ira pas très vite. On va vers, tel que l'imagine Jérémy Rifkin, une société de l'autonomie,
C'est-à-dire que sa maison est autonome, puisqu'on va produire son énergie. Quand on va ouvrir sa chasse d'eau, on va produire de l'énergie. Quand on marche de sa voiture, on produit de l'énergie. Quand il y a du vent, on produit de l'énergie. Donc on va vers une société de l'autonomie. Et cela, combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas. Si le Uber, combien de temps? Uber, ça existe depuis 3 ans. Mais dans 2 ans, c'est résolu, avec une rapidité extraordinaire. Le problème d'Uber est un problème de choc de culture. C'est en train de se résoudre. Le problème d'Airbnb, si vous faites plus de 5 000 € de chiffre d'affaires dans l'année, vous allez le déclarer. C'est normal. C'est normal si on vit à partir de cela. Et c'est normal que sur Le Bon Coin ou sur d'autres acteurs qui, eux, ont tous les chiffres, ces gens-là nous déclarent si on fait trop de chiffres. Donc là, on est sur quelque chose qui est... Moi, je me projette sur le futur. En général, le futur va 2 fois plus vite qu'on l'imagine. Et aujourd'hui, ça va à une vitesse phénoménale. C'est phénoménal la vitesse à laquelle vont les choses. Donc, les étapes intermédiaires... C'est vrai qu'il y a des voitures cassées, des voitures brûlées, etc. Bon, c'est vrai, bon, d'accord, mais ce n'est que momentané. On trouve des réponses rapidement. Merci. Une autre question, et ça sera la dernière avant de monter pour le tea time. Là, Michel, un micro pour Michel. Peut-être juste derrière. Merci, ça va aller plus vite. Michel. Donc, bonjour, mon nom est Michel Guy Bergeret du CERN. J'ai beaucoup aimé votre analogie par rapport à l'iceberg et le signal faible. Donc, est-ce que je comprends bien que l'iceberg, dans sa totalité, représente le big data et que finalement, aujourd'hui, les big data a toujours été là, l'information est là, c'est qu'aujourd'hui, on développe et on a créé en fait des outils qui permettent donc l'identification, l'analyse et le traitement de ce big data pour le futur? Oui, c'est un peu ça, oui. Le big data est présent, mais le gros problème dans une entreprise, puisqu'on est dans un lieu de RH, c'est la confrontation des différentes générations. C'est la génération Y ou Z et la génération baby boomer ou X. Comment on fait travailler ces gens ensemble? Le big data, oui, il existe, il est là, il a sa puissance, il a sa force, mais il ne peut pas tout résoudre. C'est pour ça que j'ai mis l'image de la pyramide ou du triangle. On a le haut de ce triangle. D'abord, la pyramide, elle grossit. Donc, on a une place là-haut. Le big data prend de plus en plus de place parce qu'il aide sur énormément de choses. Mais la faculté de créativité d'une entreprise, elle n'est pas là-dedans. On peut créer un logiciel, mais une fois qu'on l'a créé, il va être imité. Donc, il faut toujours qu'on soit en train d'aller plus loin. Et il faut entretenir dans une entreprise cet esprit de créativité. Il faut réussir à faire que les gens soient en train de se remettre en cause. Et il y a des solutions que vous devez pratiquer en entreprise, c'est par exemple ne pas travailler plus de 3 ans à un poste. Donc ce qui changera les choses, ce n'est pas le big data, mais la créativité des gens. Ah oui, de plus en plus. Ah oui, certainement. Je pense que ça a toujours été important. Mais par rapport à l'informatique, par rapport aux outils dont on dispose, la création est forte. Je veux dire, quand les jeunes admirent des gens, ce sont des créateurs de start-up. Voilà, c'est des créateurs. Ils ont envie de comprendre les logiciels, d'être des data scientists comme on l'a vu. Mais ce qu'ils veulent, c'est par esprit de compétition, puis naturel, aller toujours plus loin. Merci Philippe. Juste avant de conclure, un grand merci, un grand bravo aussi, parce que je m'étais permis, autorisé, à légèrement modifier la présentation de Philippe. Et Philippe a quand même réussi à retomber sur ses pieds, heureusement, parce qu'il y avait quelques surprises dans l'enchaînement des slides. Je suis vraiment désolé. En tout cas, un grand bravo, un grand merci à toi. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're